Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le thème intitulé grossesse extra-utérine. C'est un thème très intéressant. Pourquoi? Donc, il constitue la première urgence gynéco-obstétricale du premier trimestre de la grossesse. Donc, comme introduction, l'œuf humain fécondé s'implante physiologiquement dans la cavité utérine au niveau de l'endomètre, donc la cavité utérine. Anormalement, il peut s'implanter en dehors de la cavité utérine, 99% des cas dans siège au niveau de la trompe, donc ce qu'on appelle la grossesse extra-utérine. La grossesse est donc dans ce cas, donc elle est pathologique, il se manifeste le plus souvent. S'il vous plaît, allez discuter dehors. Il se manifeste le plus souvent donc par des phénomènes douloureux et ou hémorragiques. Il s'agit donc de la première urgence gynéco-obstétricale du premier trimestre de la grossesse et la première cause de mortalité maternelle au premier trimestre de la grossesse. Donc un peu de physiologie. La fécondation donc se fait au niveau des deux tiers externes de la trompe. Par la suite, donc le fécondé se migre grâce à la mobilité physiologique de la trompe et se fait l'anidation par la suite au 7e jour après la fécondation, quel que soit l'endroit où se trouve l'œuf fécondé. Tous les facteurs perturbant la mobilité tubaire et empêchent la migration de l'œuf favorisent ainsi donc la survenue de la grossesse extra-utérine. Les traumatismes tubaires, antécédents d'infection génitale haute, la chirurgie tubaire, les facteurs ralentissant la progression de l'œuf au niveau de la trompe, en particulier le tabac. Pour les facteurs de risque de la grossesse extra-utérine, les antécédents surtout, les antécédents d'infection génitale haute, antécédents de grossesse extra-utérine, une patiente qui a déjà fait une GE, donc elle risque plus de faire une autre GE, antécédents de chirurgie tubaire, antécédents, donc toute chirurgie pelvienne ou abdominopelvienne constitue des facteurs de risque de grossesse extra-utérine et l'endométriose tubaire. Autre facteur, donc nous avons le tabac, un facteur de risque important. La contraception par dispositif intra-utérin et les techniques de PMA, les FIV, etc. Les localisations possibles de la GE, donc la localisation la plus fréquente, donc c'est la localisation tubaire, donc au niveau de la trompe, 98% des cas, au niveau donc de l'ovaire, dans 2% des cas, au niveau du col, donc 1% des cas, et rarement au niveau de l'abdomen. Et rarement aussi au niveau sur grossesse sur la cicatrice de césarienne. Histoire naturelle de la GE, donc, ou ce qui risque de se produire si on ne fait pas le diagnostic de GE assez précocement. Donc, si la nidation elle est ectopique, donc si on trouve donc une nidation de la grossesse le plus souvent dans la trompe, donc l'évolution elle se fait vers le développement de la grossesse, donc c'est une grossesse pathologique. Si elle se développe au niveau de la trompe, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une distension progressive de la trompe. Par la suite, la constitution de l'hématosalpinx. C'est quoi l'hématosalpinx? Donc c'est la constitution du sang et l'accumulation du sang dans la trompe. Donc, par la suite, on aura un syndrome fissural, c'est l'exacerbation, syndrome fissural, donc par exacerbation des signes cliniques faisant craindre la rupture tubaire. La rupture du tubaire, donc c'est le stade final de l'évolution naturelle de la grossesse extra-utérine. Donc, par dilatation massive de la trompe due à l'hématosalpinx, envahissement de la paroi tubaire par le trophoblaste. Donc, l'évolution se fait vers donc l'hémopéritoine, la rupture qui dit rupture tubaire, donc constitution d'un hémopéritoine, donc le sang dans la cavité abdominale, le choc hypovolémique et par la suite donc c'est le décès maternel. Le diagnostic, il se base sur le trépied clinique, biologique et échographique. Le diagnostic clinique donc à l'interrogatoire, déjà, on doit chercher les facteurs de risque donc de GE, antécédents de chirurgie pelvienne, etc. Donc la recherche des signes cliniques, un retard des règles, l'aménorrhée, donc l'association d'aménorrhée, métrorragie de l'or pelvien chez toute femme en âge de procréer, donc il faut penser à la GE. La prise de constante, donc chez toute patiente qui consulte pour ça, donc il faut prendre la tension artérielle, la fréquence cardiaque, évaluer donc l'état général. La palpation abdominale, donc abdominopelvienne à la recherche de défense, de douleurs provoquées. L'examen au spéculum, donc à la recherche donc, de l'origine de saignement, de l'origine de métrorragie. Dans le cas de GE, donc c'est des métrorragies minimes d'origine endo-utérine. Le toucher vaginal, donc dans la GE, il est typiquement douloureux. Donc un utérus plus petit par rapport à l'âge gestationnel,
une simple douleur latéro-utérine, donc 90% des cas, une masse latéro-utérine douloureuse, un empattement dans le cul-de-sac de Douglas. Un empattement dans le cul-de-sac de Douglas, donc il témoigne de la présence d'un épanchement pelvien. Les examens complémentaires, donc c'est le couple devant toute suspicion de GE, donc c'est le couple, c'est le dosage de bêta-HCG et la réalisation de l'échographie pelvienne. Le taux de bêta, donc le dosage de bêta-HCG, donc c'est une hormone sécrétée par les cellules trophoblastiques. Dans la grossesse évolutive normale, donc il double chaque 48 heures. Par contre, dans la GE, donc soit il augmente ou bien il diminue d'une façon insuffisante. Donc, toute cinétique de bêta-HCG qui ne double pas chaque 48 heures devant une aménorrhée, donc il faut penser à la GU. L'échographie pelvienne, donc par les deux voies abdominale et endovaginale. Donc, on recherche les signes directs et indirects de la GE. Pour les signes directs de la GE, donc, on recherche une image annexielle faite d'un sac gestationnel ou bien d'un hématosalpinx. Donc, c'est les signes directs de la GE. Donc, soit un hématosalpinx, donc on voit une image hétérogène latéro-utérine, ou bien carrément un sac gestationnel avec un embryon et plus ou moins une activité cardiaque positive en extra-utérin. Les signes indirects de la GE, donc en vacuité utérine, une patiente qui se présente en aménorrhée, donc un retard des règles avec métrorragie ou douleur pelvienne, un utérus vide, donc il faut penser à la GE, un épanchement dans le cul-de-sac de Douglas, donc on craint la rupture de la GE, un endomètre épais gravite. Les autres examens, donc le groupage sanguin et la préparation du sang ainsi d'un bilan préopératoire, c'est systématique. Il reste 1 minute. La prise en charge, donc le but de la prise en charge, c'est d'arrêter les saignements, supprimer la GE, préserver la fertilité. Le traitement, donc on a le traitement médical à la base de méthotrexate, donc son but c'est la lise de la GE. Donc les indications, un taux de bêta inférieur à 5000, un hématosalpinx inférieur à 4 cm, une GE asymptomatique avec une patiente compliante pour le suivi. Traitement chirurgical, donc deux voies d'abord, la cilioscopie, c'est le gold standard dans la prise en charge chirurgicale de la GE. La laparotomie, donc elle garde les deux indications, donc les états de choc et les hémopéritoines massives. Deux techniques conservatrices, c'est la salpingotomie et radicale, c'est la salpingectomie. Les indications du traitement chirurgical, un taux de bêta supérieur à 5000, un hématosalpinx plus de 4 cm, un état hémodynamique instable, une activité cardiaque positive et la contre-indication en méthotrexate. Pour les temps opératoires, le premier temps, donc, c'est le diagnostic, la visualisation de la GE. Le pronostic de la fertilité ultérieure, donc, c'est l'évaluation du pronostic en opératoire. Et le troisième temps, donc, c'est thérapeutique. La voie cilioscopique, donc, c'est le gold standard actuel. La salpingotomie, donc, c'est le traitement conservateur, c'est l'incision au regard de la GE et l'évacuation, ainsi que toilette à la fin. S'il vous plaît. Voilà, salpingotomie, la laparotomie pour les états de choc. Concluez, s'il vous plaît. Pour la conclusion, donc il faut toujours penser à la GE devant des douleurs pelviennes, métrorragie, aménorrhée chez un patient en âge de procréer. Et je vous remercie.